Waouh! Il est magnifique ce magazine. T'es bien. C'est mieux que Paris Match, hein. Waouh. Non. Il a l'honneur, hein. Et j'ai vu déjà, c'est fidèle. C'est toute une vie qui est écrite en une page pour moi. Une vie d'émotion, de générosité à tous les gens que j'aime. C'est ça qui me plaît. C'est ça. Il est beau. Il est beau. On le reconnaît, ça. Il est là. Il ressemble à la tête, c'est la même. T'as vu que toi quand tu étais au Bénin. Tu te rappelles avec le président. C'est exactement ça. Magnifique article. C'est bien. André, Ils sont là. Alors, est-ce qu'il est fidèle à la photo? On va regarder. C'est la même tête. C'est la barre maintenant. Ah la dame, c'est ça qui change. C'est pour passer incognito maintenant. C'est bien, bravo. Belle initiative parce que ça va être la journée de l'année pour les rencontres de belles personnes qui ont à la fois entrepris mais qui sont restés dans leur humilité de la condition humaine. BSMag, Business Story Magazine, est un magazine qui est produit et diffusé par le groupe Kayak. Kayak, c'est un ensemble d'activités à la fois de communication, mais on a bifurqué vers la presse et les nouveaux médias, notamment suite à la crise sanitaire, parce qu'aujourd'hui, on communique plus de la même manière qu'avant. Alors, c'est marrant parce que le print, qui était délaissé par rapport au web, a repris des couleurs depuis le confinement. Donc les gens ont commencé à recevoir des documents et on communique de plus en plus à distance, notamment par la vidéo et par le print. Et quand on s'est rendu compte que la presse, et notamment la presse d'investigation, qui est différente de la presse d'information, donc on peut plus aujourd'hui rivaliser avec des Twitter, avec des Facebook, avec voilà, il y a une information, elle sort tout de suite. Donc ça devient très compliqué pour la presse quotidienne. Par contre, la presse d'investigation, il y avait un grand trou à combler, et notamment celui qui nous intéressait, c'est le storytelling des aventures entrepreneuriales. Il n'y avait pas grand-chose. Donc, il y avait des bribes à droite, à gauche. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les parcours humains de tous ces gens qui font des choses extraordinaires, qui sont pas connus. Alors, il faut aussi savoir que aujourd'hui, quand vous vendez un produit ou un service, les gens n'écoutent pas parce qu'ils n'ont pas envie d'acheter, tout simplement. Par contre, quand vous racontez votre histoire, vous dites comment est-ce que je me suis cassé la gueule, comment est-ce que j'ai remonté la pente, là, les gens vous écoutent. Donc, parce que les gens, ils ont besoin d'inspiration, ils ont besoin de savoir aussi qu'ils sont pas les seuls à avoir connu des crises. Ils ont besoin de savoir quelles sont les solutions qui ont été faites par les uns et les autres. Et surtout, ils ont besoin de connaître des leçons de vie, c'est-à-dire des leçons que l'on ne nous enseigne pas même dans les grandes écoles. Donc, vous perdez un client qui pèse 40% de votre chiffre d'affaires, vous faites comment? Ça, on l'apprend pas à l'école, on nous l'apprend pas. Donc, il va falloir trouver des solutions et voir comment les gens réagissent. Bon, en tout cas, ravi pour ce petit déjeuner. Donc, ça, c'est une édition spéciale. Donc, c'est un bimestriel tous les 2 mois. Et on essaie de sortir 1 ou 2 éditions spéciales à chaque fois. Et là, on a l'honneur et le plaisir d'accueillir quelques entrepreneurs qui sont d'ailleurs là-dedans, et je vais démarrer par monsieur André Dupont, s'il peut me rejoindre, et je vous demande de l'applaudir. Voilà. Ma vie, comme vous, elle ne vaut qu'à travers la vôtre, qu'à travers celle des autres. Et le voisinage du malheur, il est à la fois éprouvant, mais il est à la fois euphorisant, parce qu'il y a des miracles humains. Je pense à un jeune que je vais prénommer Jordan, qui est tout gamin sortant de la DAS, donc forcément de l'aide sociale à l'enfance, à 18 ans et un jour ils sont dehors. À Lille, comme partout en France, un SDF sur 2 est un jeune qui vient de l'orphelinat, qui vient de la DAS, c'est une horreur. C'est un angle mort des politiques publiques, c'est une cause qui m'est évidemment chère compte tenu de ma propre histoire. Et ce jeune, on le sort donc de l'orphelinat, de la DAS, du foyer, et puis on lui trouve avec mes équipes un pré-apprentissage. Il était tout gamin, il avait à peine 18 ans, il sortait déjà d'une période un peu compliquée. Donc il fait un malheur pendant 6 mois, 1 an, il tient le coup, et puis un jour les restaurateurs m'appellent, les maîtres me disent il a disparu, sans solde de tout compte, sans démission, on le voit plus. Donc voilà, on le perd, c'est la vie, il nous appartient pas, puis le temps passe et on l'oublie. Et un jour, à mon bureau, alors j'étais comme toujours débordé, Nidvana, mon assistante adorée,
m'appelle pour me dire il y a un petit Jordan qui vous demande en bas au rez-de-chaussée. J'ai dit mais il est gentil, mais j'ai pas le temps moi. Je le reçois et je vois le gamin arriver dans un état apocalyptique, pyroxydé, des piercings partout, voilà, et il pleure dans mon bureau et il me dit, j'ai 5 minutes, je suis en colère, t'as pas donné de nouvelles, donc je fais mon boulot, quoi. La bienveillance, c'est l'exigence. Bon, voilà, il me dit, j'ai replongé à Oisem, à l'île Sud, dans les spots, pour la drogue, etc. Je veux revenir au restaurant. Je dis, ça va être compliqué, donc je le confie à un de nos collaborateurs, et puis je négocie très difficilement avec les restaurateurs. Ils me disent, non, il n'y a pas de seconde chance chez nous, ce que je comprends. Et ils me disent, allez, on lui refait un essai. Si vous me dites qu'il est bien suivi par vous, etc. Lundi prochain, on était à mardi, je le convoque, le lendemain il vient, je lui dis, t'as 3 jours pour te refaire beau. Tu enlèves tes piercings, parce que ça, j'aurais pas dit, ils le sauront jamais, j'espère qu'ils n'écouteront pas l'émission. Tu remets tes cheveux normaux, il était tout blanc, etc. Enfin voilà, tu te fringues, voilà quoi. Et le lundi suivant, j'ai fait exprès le midi d'aller déjeuner dans ce restaurant. Il était là et je l'ai regardé. Aujourd'hui, c'était il y a 3 ans, il est en CDI, chef de rang. C'est possible. Nul n'est au bout de son histoire. Un très bel événement, très, très enrichissant, enfin des histoires passionnantes et surtout inspirantes. Donc pour la petite histoire quand même sur S Transport JLF, en fait c'est deux camarades de collège qui se retrouvent 35 ans plus tard et qui découvrent qu'ils font le même métier, donc transport. Et là ils disent bah tiens, ils s'associent. Et depuis qu'ils se sont associés, ils multiplient leur chiffre d'affaires par 2 tous les ans. Alors le secret c'est quoi ? Ils ont recréer un peu la cour de récréation chez eux. Donc c'est des gars qui s'amusent comme ils étaient tout jeunes, quoi. Et donc il y a une ambiance extraordinaire, les gens sont heureux de travailler chez eux. Super, très enrichissant. Moi j'ai découvert plein de gens géniaux et je suis vraiment content d'être venu. C'était top. Mélanie, mon voisin, donc qui a un très très beau parcours à la fois en France et au Québec, je crois, donc à Montréal, où elle est revenue avec plein d'idées. Donc j'ai eu un phénomène un peu différent qui s'est un petit peu accentué. C'est le fait qu'en fait j'avais des personnes qui adoraient leur entreprise, dans le cas souvent en tant que salariés ou même en tant que gérants d'entreprise. Ils adoraient leur entreprise, ils étaient convaincus en fait de l'envie en fait d'aller plus loin, mais seulement ils étaient à bout. En fait, ils savaient plus par quel bout prendre les choses. Ils trouvaient plus leur place. Ils avaient plus d'interaction correcte avec les salariés, avec leur patron. Enfin, tout dépend comment ils se positionnaient. Mais pourtant, ils adoraient l'idée de l'entreprise, l'idée d'y rester, mais plus de possibilité ni d'énergie d'y rester. Donc là, c'est là où je les accompagne. En fait, je fais des programmes sur mesure. Je prends le temps avec eux parce que j'offre vraiment des bulles protectrices pour pouvoir parler un peu de tout. Et là, ma spécialité, c'est vraiment équilibre de vie pro, perso, et en fait on n'a qu'un seul cerveau, un seul corps, et j'estime que c'est dans ces bulles-là qu'en fait il y a une personne neutre qui leur apporte à la fois mon expertise et à la fois eux toute l'envie de pouvoir me partager ce qu'ils ont sur le cœur réellement. Alors Mélanie, elle est modeste parce qu'en fait ce qu'il faut savoir, c'est que c'était leur dernier recours, c'est que cette boîte ils allaient pratiquement arrêter, et que en fait moi je pense ce que vous avez surtout insufflé, c'est un peu de l'envie d'avoir envie, donc c'est cette motivation de vouloir rebondir, parce que comme on dit toujours, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte, mais encore faut-il aller jusqu'à cette dernière clé. Alors je trouve très convivial, avec des personnalités aussi surprenantes les unes que les autres, une approche humaine qui me plaît beaucoup, et surtout partir du vrai, et ça j'en suis friande. On va appeler à la barre Monsieur Dominique de Grotte. À la barre, Monsieur Dominique de Grotte. La Bulgarie, donc l'entreprise. Alors ça remonte à très loin cette histoire. Ça c'est du 92-93. J'étais responsable du service d'assistance technique aux professionnels. Et on m'a missionné d'aller mettre en route une grosse chaufferie en Bulgarie. Et ils avaient donc installé des grosses chaudières venant de notre entreprise, et personne pour la mettre en route. On me confie un technicien qui, en première constat, expertise de ce qu'il avait capable de faire, avait aucun outillage.
Donc, je fais sa formation et en partant, je vois que ce garçon, très admiratif sur ma caisse d'outillage, j'ai lui offert tout donné. Et pour mon départ, le grossiste, l'importateur et les commerciaux et les artisans que j'avais aidés ont réalisé une petite fête, un petit pot à boire, voilà. Et une dame s'approche de moi, qui me parle un bon français, dit bonjour monsieur. Je dis bonjour, ben voilà, je suis l'épouse du technicien que vous avez formé, je vous en remercie. Mais monsieur, je vous en veux beaucoup. Ben pourquoi? C'est la première fois que mon mari me trompe après 15 ans de mariage. Et à cause de vous. Mais j'ai pardon, moi j'ai rien fait. Si, vous avez donné votre outillage. Et en rentrant à la maison, il l'a placé sous l'oreiller et sous le lit. Il a dormi avec votre outillage. Il a couché avec l'outillage. Une matinée remarquable et riche d'échanges. On reviendra. Très très bien. Très bien. J'ai trouvé ça génial. Une très bonne expérience et très enrichissante. Petite parenthèse, le groupe General Energy, bon, le boss, il est à Dubaï, parce que maintenant, ils sont un petit peu à l'international. Mais bon, ses collaborateurs qui sont à Paris n'ont pas pu venir. C'est un artisan polytechnicien qui a démarré en faisant des installations électriques. Aujourd'hui, il est à la tête de 500 professionnels donc dans le bâtiment tourné autour de l'énergie, de l'électricité, du chauffage, tout ça. Et ils ont développé des solutions qui permettent de réduire jusqu'à 70% une facture énergétique. C'est toujours un très grand plaisir de venir aux événements kayak. On rencontre des gens top, investis, souriants, chaleureux et qui sont pointus dans ce qu'ils font et ça c'est très agréable. Je suis toute seule quand j'ai démarré, j'étais seule donc architecte et gérante. Et Habib me dit il faudrait certainement, je te conseille de faire un truc, c'est de faire une inauguration. Alors une inauguration d'un cabinet d'archi, oui. Alors évidemment, j'ai peu de connaissances, pas beaucoup de connaissances sur la région lilloise, etc. Il dit si tu devrais le faire. Vraiment, on pourra parler de toi. Vas-y, fais-le. Et en fait, donc il m'a poussé à faire quelque chose que je n'aurais jamais fait. Et je crois que ça a été la base de quelque chose qui marque à la fois la façon dont on exerce l'architecture aujourd'hui à l'agence et puis quelque chose qu'on fait depuis tous les ans. Donc ce qui marque l'agence, c'est que nous on essaye de travailler en tout cas pour le bien-être des gens, la convivialité, créer des espaces confortables. Avec cette inauguration, finalement on a invité amis, famille pour faire un petit peu de monde. Ouais, 70 personnes à peu près, je me rappelle. Et puis on a lancé l'invitation à beaucoup plus de gens. Finalement on était beaucoup plus que ce que j'imaginais et c'était un moment convivial, sympathique, avec beaucoup d'échanges. Et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui dans notre pratique. On réitère cette inauguration, donc c'est plus une inauguration, mais en tout cas on fait une soirée estivale tous les ans maintenant, donc au mois de juin. Mais la première inauguration, donc il y a eu 2 contacts intéressants, donc dès la première inauguration, donc parce que souvent le business ça se fait autour du café, ça se fait pas autour des réunions, ça se fait pas en appelant, c'est des fois des rencontres du hasard. On a eu 2 contacts qui nous ont fait travailler et avec qui on travaille toujours d'ailleurs, et il y a des fidèles qui viennent tous les ans. Tous les ans. Voilà. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est dans le monde de médias, on a mis l'humain au centre de tout ça, avec des anecdotes vraiment des fois très prenantes. Benoît Lancin, donc en fait c'est un pilote. Qui était déjà venu nous voir et il a pris son avion, il était venu nous voir ici à Lille. Ah oui. Ouais, mais c'est un pilote dans les 2 sens du terme, à la fois pilote d'avion et pilote de projet. Quand il a atterri à Châteaudun, alors c'est un aérodrome, un ancien aérodrome militaire qui date de la guerre. Il y a 40 avions de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale qui sont stockés là-bas. Et il s'est dit non, il faut faire quelque chose avec ça. Et donc du coup, il a eu une idée. Il a dit je veux transformer cet aérodrome en pôle d'attractivité nationale, voire internationale. Voilà, on est appelé pour concourir, finalement on gagne le concours. Et pour un musée. Pour un musée. Donc il n'y a pas de musée à Madagascar, c'est l'un des pays, c'est le 5e pays dans l'ordre des plus pauvres. Hein. D'accord. Et voilà, je gagne le concours et je suis convoqué par le président de la République en personne, qui me reçoit et qui me donne une feuille de route complètement originale puisqu'elle sort complètement de ce qu'on a l'habitude de faire. D'habitude, on nous dit on veut 150 000 visiteurs.
Voilà. Sa feuille de route, c'est de dire, j'ai pris la présidence d'un des pays les plus pauvres du monde. Je veux redonner de la dignité à mon peuple et je veux leur réécrire l'histoire nationale. Excellente, beaucoup d'échanges, beaucoup de belles énergies et de très très belles rencontres. Je m'y attendais pas. Ce qui relie tout le monde ici, c'est l'humain. C'est ça qui est beau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les projets déjà en Afrique? Un projet humanitaire en Afrique, c'est quoi? Le management de projet en Afrique, pour dire, c'est pas du tout le management de projet ici. Il faut être très résilient, ne pas s'énerver, rester très relax. Quand vous avez le président ou le ministre de la Santé qui va venir inaugurer un centre de santé de la Fondation, pour dire les choses, vous avez l'air un peu con, hein, parce que là, il n'y a pas de matériel, il n'y a rien. Donc, j'arrive jeudi soir et j'ai eu beaucoup de chance, comme j'avais fait beaucoup de missions humanitaires au Sénégal. J'ai appelé, il était présent, le directeur de l'hôpital qui est pas loin. Je lui ai expliqué la situation et je lui ai dit, écoute, on a un vrai souci. Pour moi, j'arrive de Genève. Je pensais que le matériel était là. J'ai pas imaginé 2 secondes. Donc, faute de management de projet, j'aurais dû le vérifier. Et donc, je lui ai demandé, est-ce que tu peux me prêter ton matériel de l'hôpital et me l'amener rapidement demain et me le mettre dans le centre de santé. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut faire rire, mais sur le moment... Ah, franchement, j'y aurais jamais pensé. J'étais mort. Pour moi, c'est toute notre crédibilité. Est-ce que vous pouvez imaginer, vous créez une clinique ici, vous avez le président Macron qui arrive et il n'y a pas de matériel et vous demandez au CHR de vous prêter du matériel. Vous croyez que c'est possible? C'est impossible. C'est à la télé, hein, sur TF1. Ah ben ça donne une bonne image, tiens. Pardon. Voilà, je le disais bien. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Et puis là, on a une belle histoire pour terminer quand même, avec les 2 génies du Pas-de-Calais. La plus belle, bien sûr, absolument. François et Jean-Baptiste, on les applaudit. Ils sont dans le Nord, mais comme ils sont à la frontière du Pas-de-Calais, ils ont eu toutes les entreprises du Pas-de-Calais qui venaient les voir. Alors, François, c'est quoi cette histoire du Mars glacé? Oui, donc, le Mars glacé, le voilà. Bon, alors celui-là, il n'est pas glacé, c'est un petit Mars. Mais c'est un Mars aussi. Oui, alors l'histoire du Mars glacé, en fait, c'est le démarrage de la création de notre entreprise. Donc, on a créé l'entreprise en 2017, mais le Mars glacé, lui, date de 1997. I watch you as you left, but I can never seem to let you go. 'Cause once upon a time you were my everything. It's clear to see that time hasn't changed. Cette matinée, elle est surprenante. Elle était très, très agréable à vivre. On n'était pas chez Kayak, on était en famille. La famille Kayak d'ailleurs. Voilà, les échanges ont été très riches, très divers, variés, que des échanges positifs et qui ont envie de continuer à vivre dans cet élan de sobriété et d'envie d'aider son prochain, d'aider son ami, son voisin, n'importe qui, mais aider. Et comme j'ai dit au début de mon interview, aider, c'est un plaisir très très égoïste, mais qu'est-ce que ça fait du bien.